juste pour donner des chiffres, hein, parce qu'on aime toujours les chiffres, à l'université de Fribourg, par mois, on récupère 7 millions d'emails. Bon. C'est Et il y énorme. en a 6 millions qui passent instantanément en quarantaine spam poubelle. Donc il ne reste plus qu'un 1 1 million. million. Hein. Donc on a quand même un pourcentage monstrueux de spam. Hein. Et clairement, et c'est normal parce que c'est facile. On a tous les mêmes adresses email. Hein. C'est prénom.nom ou nom.prénom ou Ouais. prénom point l'initiale le nom de domaine et c'est parti. Donc, voilà. Bonjour et bienvenue sur Happy Dev Decoding. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Fortier, qui est le responsable de la cybersécurité de l'Université de Fribourg et également le propriétaire de la société Fortier IT. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour Anna. Ça va bien. Donc, écoute, je vais te poser tout un tas de questions pendant ce podcast pour en savoir un petit peu plus sur Bien sûr. toi, sachant que je pense qu'au travers des différentes formations qui ont été dispensées sur HappyDev, on a déjà vu apparaître ton nom plusieurs fois. Si tu avais à résumer ton parcours professionnel comme une légende, qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, j'ai toujours pensé que l'informatique, ça devait être un outil et j'essaye de justement vulgariser cet outil pour qu'il soit au service de l'humain parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que quelqu'un qui a un ordinateur et ne sait pas s'en servir. Et je sais que j'ai des exemples. Oui, je veux bien te croire. Et justement, quel a été ton moment déclencheur pour pouvoir aller sur la cybersécurité? Alors justement, c'était quand j'étais à l'université de Fribourg, donc je suis arrivé il y a 6 ans là-bas et je m'occupais du support des groupes de recherche et puis des professeurs. Ça s'appelle Scientific IT pour pas nommer et bref, c'est un groupe spécifique pour des gens qui ont qui ont des problèmes bien plus graves que ma souris ne marche plus, j'ai perdu les icônes. Donc là, il fallait trouver des solutions qui s'intégraient dans l'infrastructure et puis par moment développer complètement des choses, donc mettre en place des solutions, peut-être avec d'autres logiciels et puis des entreprises extérieures. Et on a mis en place comme ça pas mal de sites web et puis des logiciels comme ça aussi pour que ces groupes de recherche puissent collaborer avec d'autres en interne, en externe et aussi avec d'autres utilisateurs ou même des patients quand c'était des recherches cliniques. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait que moi qui faisais des mises à jour. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit souci technique au niveau... enfin, j'exagère, hein, bien sûr, hein, c'est pas, on ne peut pas caricaturer tous les sites comme ça, mais il y avait quand même... Enfin, il fallait que je rappelle aux gens que ce serait une bonne idée de mettre à jour. Donc j'ai essayé de voir un peu ce qu'on pouvait faire et je suis tombé sur cette formation de spécialiste en cybersécurité, qui est un diplôme fédéral suisse. Et puis donc j'ai suivi la formation et ce qui m'a permis aussi d'avoir le poste de responsable cybersécurité à l'université de Fribourg. Ce qui me permet justement là, maintenant d'avoir les étoiles sur les épaules et puis ça bouge plus. Ouais, j'imagine. Il y a une belle constance dans ton parcours autour de la transmission. Qu'est-ce qui t'anime le plus justement dans ton rôle de formateur? Alors, dans mon rôle de formateur, moi je pense que le savoir il ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est-à-dire que si moi je sais quelque chose et que je le dis à personne, ça sert à rien. Ouais. Parce que si je disparais, dommage, super à le savoir. Donc le but est vraiment, pour moi, et je pourrais apporter mon apprenti, hein, justement, qui est très content, c'est que moi je documente tout et puis j'essaie de partager aussi pour challenger mes idées. Par moment, je peux me tromper, il peut y avoir une meilleure solution que ce que j'ai pensé ou un aspect que je n'ai pas pensé, justement, qu'on peut améliorer. Donc même en formation, l'avantage de la formation, c'est quand tu donnes un cours, tu maîtrises ton sujet. C'est pas possible de faire un cours sur, je dis n'importe quoi, l'énergie quantique, et puis de découvrir ce que c'est en Au live fur et à pendant le mesure, cours, parce que là, ouais. ça va être, ça va se voir comme le nez au milieu du village, ou là, du visage. Et puis, la blague, c'est surtout que si en plus, il y a les élèves derrière qui sont en train de te poser des questions, tu ne sais pas à quoi répondre, c'est un petit peu dommage. Oui, c'est Donc, clair. donc moi, j'aime bien donner des cours, et quand je donne des cours, c'est que je maîtrise le truc. Vraiment, il n'y a pas de souci. C'est rassurant. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous parler d'HappyDev, de sa mission et de ce que tu y fais concrètement? Oui, alors, Happy Dev, hein, apparemment, c'est ta boîte.
Je rigole. Il Mais paraît. ouais, c'est ça. Donc ben, je trouvais ça sympa de pouvoir regrouper sur une plateforme où on va avoir un peu pas mal différents acteurs de l'IT. Et justement, comme tu parlais de ma passion pour la formation, j'aime bien soit donner des conseils, soit carrément donner des petites formations. Et on n'est pas obligé de faire des monologues de 5 heures sur tout et n'importe quoi, hein. On peut vraiment réaliser des petites formations d'une demi-heure qui vont droit au but, bien propres. Et la plupart des outils qu'on a maintenant, on n'est plus dans les années 60, hein, on a quand même des interfaces graphiques, des souris, la couleur, on peut même écouter de la musique en même temps. Mm. C'est quand même beaucoup plus sympa que dans une salle stérile avec des lumières qui clignotent de partout, hein. On est quand même à un autre niveau. Donc on peut vraiment amener quelque chose de sympathique et en même temps d'accrocheur qui va garder éveiller l'élève pour qu'il puisse vraiment comprendre ce qui se passe, poser les bonnes questions, et puis tu vois tout de suite ceux qui suivent ou pas, même sur Mm. Zoom, c'est assez rigolo, il y en a qui décrochent complètement parce qu'ils ont oublié de poser une question, donc tu peux les rattraper, c'est assez rigolo. Et justement, ta dernière formation, c'était sur Linux. Ouais. Par rapport à ce qui se passe actuellement, ces questions d'actualité, Ah bah oui, bien qu'est-ce que tu sûr. en penses, toi? Ah bah là, moi je pense que c'est une bonne idée pour tous ceux qui peuvent pas passer sous Windows 11 parce que Microsoft a décrété que votre ordinateur n'était pas assez à jour pour tous les spyware qu'ils allaient mettre officiellement dedans. Et ben, vous pouvez clairement passer sous Linux. C'est facile. En plus, on peut tester sous Windows 10 déjà en avant-première pour bien se préparer et voir que c'est absolument pareil. Il y a des icônes, des fichiers, une interface graphique, on a les souris, et ça marche sur pratiquement tous les ordis. Et je vois pas enfin, il y a peut-être des petites subtilités sur certains ordis, mais c'est très vite corrigé ou c'est le gros avantage de Linux, hein. Linux, c'est un Unix qui a été porté sur l'environnement PC. Mm. Donc, il y a une robustesse niveau serveur, hein. Donc là, on n'est pas du tout au niveau gaming comme Windows. On est plutôt dans vraiment du serveur brut avec des droits très stricts. Et que ce soit sur macOS ou qui est aussi un Unix, macOS ou Linux, vous avez des droits tellement stricts que c'est déjà beaucoup plus difficile pour un pirate de lancer des applications à l'insu de votre plein gré, etc., hein. Mm. Là, c'est pas la fête totale comme sur Microsoft. Ok. Comment tu conçois une bonne formation technique aujourd'hui, notamment sur les sujets aussi sensibles que la cybersécurité? Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la théorie, mais en même temps la pratique aussi. C'est important parce que si on reste tout que dans la théorie, ça fait un peu le magicien fou avec une grande Mm. barbe et qui est en train d'inventer des formules et puis de les écrire au tableau, c'est super. Mais quand on a en plus des exercices concrets, même très simples, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs incroyables, pour tout de suite les mettre en application, ça permet d'ancrer toute la connaissance et puis en plus de s'apercevoir que c'est pas si compliqué que ça. Comme je dis souvent à mes élèves, l'informatique, c'est que des 0 et des 1, hein. C'est des 0 Ouais. et des 1 qui sont accrochés les uns aux autres, et écoutés, segmentés. Après, c'est des complétions, etc., des compléments positifs, des multiplications et tout, et c'est tout. Il n'y a pas, il y a rien de quantique, il n'y a rien de magique, hein. C'est vraiment purement ça, des signaux électriques. Tu formes beaucoup de développeurs, justement, et quels sont, selon toi, les angles morts les plus fréquents côté sécurité chez les développeurs? Alors, chez les développeurs, souvent, ils n'utilisent pas le principe alors, en anglais, c'est least privilege. Bref, Mm. c'est le principe que tu fais tourner ton application avec le moins de droits possible. Et ce qui amène un maximum de failles qu'on voit actuellement, parce qu'évidemment, si les logiciels ils sont obligés de tourner en administrateur, comme sur par exemple Microsoft Windows, Ouais. pour plein de services, et puis bon, parle sur l'historique aussi, hein, pas que sur Windows 10 et 11, mais depuis maintenant 30 ans que je fais de l'informatique, c'est vrai que j'ai fait des trucs assez incroyables. Et justement, cette gestion des droits, comme elle est pas vraiment... C'est plus simple, hein, c'est sûr, quand on est administrateur, on a tous les droits, donc bah, c'est beaucoup plus simple de programmer en tant qu'administrateur ou d'avoir un logiciel qui tourne en tant qu'administrateur. On bypass tous les droits, on bypass toutes les protections.
On a le maximum de vitesse, etc. Donc, c'est bien plus sympa. Mais vraiment, il y a moyen aussi quand même, en faisant des tests, en faisant de la vérification de code, il faut savoir que maintenant, c'est tout automatisable. Ouais. Il y a ce qui s'appelle le CI/CD, donc c'est Constant Improvement, Constant Deployment, c'est ça? Ouais, je Development, crois. ouais. Bref, en gros, c'est tout un workflow où vous avez un ou plusieurs développeurs qui sont en train de développer son logiciel, et dès qu'il y en a un qui commit quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il rajoute son code dans la branche, et ben ça va recompiler tout le code pour voir si ça fait pas tout péter. Et si ça fait tout péter, ça sort que c'est lui, depuis qu'il a fait ça, que ça fait ça, et puis telles erreurs. Ce qui permet à une tierce personne ou la personne qui a amené ce code de valider que c'est normal, ou qu'il faut peut-être faire un autre patch à un autre endroit, ou de faire un patch correctif pour que ce code il soit correct complètement. Et rien qu'hier, hein, il y avait quand même une vulnérabilité majeure, c'est-à-dire ce qui s'appelle Zero Day, c'est-à-dire qu'elle est déjà exploitée et connue, donc ça c'est un grand moment, sur comment ça s'appelle, les switches Cisco, les switch firewall, si je me rappelle bien, Cisco, donc c'est une très très grosse marque de réseau. Ouais. Il y avait des gens super malins qui ont hard-codé un login mot de passe. Et puis, ben, les pirates, ils ont aussi, comme toi, du matos. Et donc, il y en a qui ont essayé jusqu'à ce qu'ils trouvent le login mot de passe, et puis ils l'ont trouvé. Et ben, après, ils avaient des accès très très haut niveau sur ces machines. Et là, c'est une catastrophe, parce que imaginez que vous avez une entreprise avec que du Cisco partout, ça veut dire que n'importe qui est connecté sur votre réseau peut essayer de hacker votre switch, ou pire, votre firewall, ou des gros appareils réseau comme ça, et puis d'avoir des droits très élevés. Voir ce qui se passe, ouvrir des ports, faire des routes, etc. C'est la catastrophe. Bravo. Mais bon. Effectivement. Mais oui, mais il faut rester calme. C'est ça aussi. L'avantage de la cybersécurité, c'est comme la moto, c'est que après, tu as un sang-froid à toute épreuve. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que si tu regardes que juste les news, tu es en panique, mais ça va. Ouais, bah oui, c'est vrai. Et justement, à l'ère des menaces persistantes, des ransomware, est-ce que tu penses que notre culture de la cybersécurité est encore trop réactive? C'est une Alors, de question que je toute me pose façon, souvent, ça. ouais, alors, déjà, il faut voir deux trucs. Déjà, je voudrais juste faire une micro-aparté. C'est que la problématique en cybersécurité, c'est que on doit tout sécuriser, Ouais. tous les services, tous les ports, tous les postes, etc. Alors que le pirate, il a besoin de trouver une seule vulnérabilité. Donc ça, c'est la différence. C'est toujours réactif, parce que la plupart du temps, ben, tu peux que vraiment regarder ce qui se passe et puis réagir par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est rare qu'ils arrivent avec un drapeau, c'est nous, on arrive, C'est etc. sûr, ouais. Bref, bon, ça, c'est les blagues que je mets sur LinkedIn, mais c'est pour déconner, hein. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est très rare. Bon, j'ai eu des discussions avec des gens dans beaucoup de boîtes, où je leur ai expliqué que ben, ce serait quand même une bonne idée de mettre en place la cybersécurité, et puis ils m'ont dit, bon, de toute façon, il ne s'est rien passé. Donc justement, c'est un des problèmes, c'est qu'actuellement, les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis au niveau de la réactivité, oui, on est obligé d'être réactif. Par contre, il n'y a peut-être pas assez de réactivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas les workflows qui sont en place, ou les outils pour détecter instantanément les attaques. Donc souvent, les gens, les groupes qui attaquent, parce que c'est très rare maintenant que ce soit un petit gars avec une quelqu'un tout capuche seul, ouais. dans un garage, hein, c'est très rare qu'il y ait que ça, et puis et qu'il arrive tout seul. Donc c'est quand même souvent des groupes qui arrivent, et ils ont le temps de s'implanter chez toi. Souvent, ils restent un petit peu, ça s'appelle la Caché. persistance, c'est-à-dire qu'ils restent chez toi quelques semaines, quelques mois même, hein, c'est pas un problème. Et puis après, ils lancent l'attaque vraiment. Et ils font ce qui s'appelle, entre guillemets, des mouvements latéraux. C'est même pas entre guillemets, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont, depuis là où ils ont réussi à se connecter, essayer d'aller à gauche, à droite, sur un autre serveur, voir s'ils peuvent aller, et où est-ce qu'ils peuvent aussi se répliquer, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs portes d'entrée. On ne sait jamais. Le Ouais. serveur peut retomber ou rebooter à ce moment-là. L'avantage de Windows, tu vois, de rebooter souvent. Ça. Non, je rigole. Alors, non, sinon, ouais, donc c'est vraiment de la réactivité. Il manque peut-être 2-3 outils, et puis peut-être des workflows, et j'avoue que j'ai encore
même en 2025, du mal à faire passer certaines fois des attention, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe sur cette machine, est-ce qu'on peut regarder? Et souvent des gens qui font le jeu de la montre ou la patate chaude, ah bah c'est pas moi, c'est lui, Ouais. et puis Alors qu'en après, fait, ben, ça prend plusieurs heures, voire plus. Avec les débits qu'on a, plusieurs heures, c'est des centaines de gigas qui partent ouais. ou qui peuvent être, encore plus, qui peuvent être cryptés, hein. Donc ça peut être drôle. Parce qu'après, c'est du travail pour tout le monde, hein. C'est ça aussi la blague. Ouais, bah oui, Il j'imagine faut bien, ouais. récupérer les données, il faut Ouais. réinstaller les ordis, etc. Et selon toi, quel est le plus grand mythe en cybersécurité? Bah justement, comme je disais juste avant, le plus grand mythe, c'est que tout le monde pense que c'est pour les autres Ouais. et qu'on ne sera jamais attaqué. Alors, en ce moment, il y a une petite phrase qui tourne pour à moitié blaguer en disant qu'il y a deux types d'entreprises, celles qui se sont fait hacker et celles qui ne se savent pas encore. Mais Ouais, ouais, bah, c'est souvent le cas, ouais. j'essaierai d'être un petit peu plus souple en disant que c'est les entreprises qui sont fait attaquer et celles qui ne le sont pas fait encore. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'est pas quand même tous euh, avec des spyware et des malwares déjà préinstallés sur tous nos ordis. Il y a quand même, il y a quand même une marge de sécurité, Mmh. comme on pourrait dire. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut franchement s'inquiéter, quand on voit tout ce qui sort, aux infos, en permanence Ah bah il y a et des tous les pièges qui sont mis, pour qu'on puisse tomber dedans. Enfin, Ah bah là c'est c'est génial. infernal, quoi. Actuellement, là, pour raconter quelque chose de très à la mode, je reçois les rapports des firewalls qu'on a à l'université. Et puis dernièrement, on trouvait quand même que c'était incroyable. Il y avait plein d'ordis qui allaient sur plein de sites incroyables, avec donc des noms de domaine connus pour héberger des malwares, des spyware, Ouais. etc. Donc c'est mince, on a quand même beaucoup de bécanes qui sont éclatées. Et en fait, non. La blague, c'est que les groupes d'attaquants, ils ont aussi, comme nous, de l'argent et puis ils peuvent faire payer via Google, via Facebook, via Pinterest, via Instagram, etc., des magnifiques liens sponsorisés. Et puis ils vont se dire, tiens, Arnaud, lui, il aime bien faire des scans avec des scanners réseau. Donc on va prendre les deux mots scanner réseau. Et dès que ça sort, pouf, ça se redirigera en lien sponsorisé sur un de ces sites. Et ça se voit pas parce qu'en fait, tu as plein de logiciels qui sont gratuits. Ouais. Et puis les mecs, ils prennent un nom de domaine. Je pense actuellement, il y a une blague avec upsschweiz.ch. Il n'y a pas de UPS Schweiz. Normalement, c'est ups.com/ch à la limite. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui a déposé UPS Schweiz et qui envoie des SMS. Ah, votre colis, il est arrivé. Faut vite cliquer sur ce lien et pour payer la douane parce que c'est trop dur. Alors, et puis, alors évidemment, c'est marqué 7 francs. Alors, tu mets ta carte bleue. Ah, super, 7 francs. Pof. Et puis, après, c'est pas 7 Après, c'est francs qui part, hein. terminé, ouais. Et donc, c'est cool. Et puis après, ta carte bleue, tu sais pas où elle est, hein. Ah ouais, Donc, tu c'est peux clair. l'arrêter. Et c'est le même genre de blague justement avec ces logiciels de scan ou d'autres qui ciblent quelqu'un. Et maintenant sur Internet, on peut avoir ce qui s'appelle de l'OSINT, donc c'est l'intelligence en cybersécurité, c'est-à-dire que tu vas récupérer, il y a des énormes bases de données sur ce qui s'appelle le Darknet. Bon, ça, c'est un nom marketing, hein, c'est juste pas référencé par Google, en fait, si on veut. Donc, le Darknet, c'est vraiment, il y a des grosses bases de données qui sont normalement accessibles pour les groupes de pirates, mais qu'on peut aussi accéder librement parce qu'ils en avaient rien à faire, donc ils ont tout Mmh. laissé ouvert. Alors, il y en a certaines qui sont payantes quand même, hein, mais bon. Et où on a des informations sur tout le monde. Tout ce que vous postez sur Facebook, Instagram, Ouais. etc. et tout, et puis même d'autres choses, hein. Après, c'est des liens avec le site de l'université qui dit ah regardez Arnaud, il est super, il habite là et puis Mmh. il fait ça, etc. Et après, les gens ils peuvent faire maintenant avec l'IA et tout, c'est de la folie. Ouais. On peut vraiment faire des trucs vraiment impressionnants, faire du regroupement, de la fusion de données pour détecter spécifiquement à quelle heure Arnaud il va à Fribourg tous les jours pour essayer de lancer une attaque peut-être juste avant que j'arrive ou juste après que je sois parti, pour que ça rajoute un gap d'une heure ou plus, tant que j'arrive à la maison, que je me rende compte du problème, etc. Ça peut C'est très fou bien ça, être hein. faisable.
Et il y a des choses incroyables. Là, je regardais une vidéo pas plus tard que ce matin, et où un mec expliquait ben, qu'il regardait juste les réseaux sociaux, et il montrait une boîte où les gens étaient tout contents d'avoir le nouveau comptable. Alors ça aussi, c'est terrible, parce que le comptable, c'est celui qui a le Ouais, chéquier, ouais. hein, qui a les cordons de la bourse et tout. Et il y avait marqué, alors il y avait le numéro, enfin le mot de passe par défaut des ordis. On voyait très bien que c'était un Windows 10, quel était le logiciel d'antivirus qu'il utilisait parce qu'il y a une magnifique icône dessus. Et à côté, il y avait un post-it IRM clinique je sais pas quoi à 10 heures le 7 juillet. Donc Oh, super. Donc les gens ils savent que ben à telle heure il va y avoir ça. Donc il suffit d'appeler à ce moment-là en disant ah oui c'est machin qui m'a dit, et puis il faut vite qu'on fasse un virement là parce que je suis un mouise, et puis feu. Et puis ben, ça passe tout seul. c'est fou ça quand même, hein. Ouais, bah, c'est très rigolo. C'est pour ça, hein, moi, moi j'ai présence que sur LinkedIn, hein, et point barre. Et c'est minimaliste, hein, je fais des smileys, des pouces, Des et puis, petits des petits articles sur la cyber aussi. ouais, et puis des petits posts rigolos j'essaye d'accrocher, de faire une campagne marketing qui soit très très drôle. C'est très sarcastique et très caustique, je suis désolé, mais je suis comme ça. Mais c'est plus pour choquer, quoi, parce que Mmh. c'est vrai que la première que j'ai fait, j'ai demandé aux gens s'ils aimaient les licornes et le Père Noël, et ils croyaient encore au Père Noël. Sinon, ben, ils pouvaient me contacter pour qu'on voit un peu, pour faire de la sécurité chez eux. Ouais, bah, oui, Donc c'est ça aussi, hein, faut voir. ouais. Et demain, tu deviendrais justement ciseau dans un grand groupe, quelle serait ta première décision? Alors, ma première décision, je pense, de toute façon, comme on l'a dit, c'est quand même l'humain qui est le maillon faible, hein, comme dans Oui. Ti-du-du-du. Et puis voilà, donc là, c'est terrible. C'est eux, c'est les humains qui ont les plus de droits par rapport à des ordinateurs, et c'est souvent les humains qui vont cliquer à un endroit Ouais. qu'ils ne devraient pas. Moi, on fait des campagnes de phishing à l'Uni, c'est très rigolo. Mais même sans parler de l'Uni, hein, je veux dire, le nombre de fois où il y a des gens qui reçoivent des emails comme quoi ils ont gagné au loto, ils ont même pas joué. Mmh. Donc super quoi, mais il Mmh. faut que quand même ça tilte un petit peu. Il y a des petits réflexes comme ça à avoir, c'est pas très compliqué, il y a pas besoin d'être, complètement paranoïaque, et puis, d'aller chercher tous les emails, de téléphoner aux gens: «C'est bien toi qui m'as envoyé un email», et cetera. Faut Ouais, pas aller on le devient, jusque-là, hein, quand même, hein. mais, Mmh. il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux, valider, hein. Je reprendrai l'exemple, dernièrement pour, donner un peu l'état de la Mmh. menace. L'année dernière, donc déjà il y a 1 an au moins, à Hong Kong, ils ont fait un Teams, et il y a une IA qui s'est invitée dans le Teams et qui s'est fait passer pour le directeur, pas marketing mais commercial, et qui a demandé aux gens: «Allez, vas-y, fight, il faut envoyer tant de yens ou je sais pas combien, pas quoi, les dollars, hongkongais sur telle, banque», et puis c'est parti, hein, et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est fou ça. Ouais, parce qu'on voyait le mec, bon, c'est pas super aussi classe que comme Ouais, on ouais. discute là actuellement, mais ça, on est arrivé à un niveau où, ben, il y a encore une fois, il y a des sous en jeu, hein. Ouais. Les groupes, qui étaient déjà formés, tout ce qui est mafia, grands cartels de drogue, et cetera, ils sont très vite reconvertis, hein, parce que grâce ou à cause du covid, c'était un peu plus difficile de vendre dans la rue, quand il y Oui, avait bah, plus oui. personne. Donc ils sont un peu reconvertis, ils avaient les moyens financiers de mettre en place des data centers. Il faut savoir aussi, parce que souvent on vous dit: «Ouais, mais il faut beaucoup de puissance, et cetera». Oui, il faut peut-être un peu de puissance. Alors déjà, il en faut pas tant que ça pour craquer des mots de passe, et cetera, et puis on peut en avoir, très rapidement avec Amazon, Google, Mmh. Microsoft, Azure, et cetera. Oui, c'est Il y en vrai. a d'autres, hein, Maintenant, ça c'est c'est les facile à grands noms, faire, mais ouais. après il y en a des privés de partout. Ouais. Donc vous pouvez faire des armées de zombies, voire, justement avec, comme je disais avant, des logiciels qui sont, vérolés, que les gens téléchargent pour avoir, certaines fonctionnalités qui vont fonctionner, mais en plus il y a une backdoor derrière pour, bien rigoler. Ouais. Donc après là, quand on a ça, c'est fini. Parce que votre PC c'est un zombie, il est utilisé dans une armée de zombies, et puis, ça permet, aux attaquants, au lieu de faire, une seule adresse, qui va attaquer avec un login, un mot de passe, et puis essayer tous les logins mots de passe, possibles, ou les combinaisons, ce qui est vraiment visible,
il va lancer ça sur 5 000 à 6 000 ordinateurs et ça vaut à peine $30 de faire un truc comme ça Ah sur le ouais. Darknet, donc ça ne vous coûte rien. Et puis, tu envoies ton dictionnaire, ton liste de mots de passe. Souvent, les gens, ils ont des mots de passe qui ressemblent un petit peu à leur passion. Donc pareil, reverse engineering au Ah niveau oui. de social engineering, pardon, au niveau de LinkedIn, Facebook et compagnie. Mmh. Des news qu'on peut trouver un peu de partout. Et puis des fuites qui ont déjà eu lieu, qui permettent d'avoir des mots de passe. Les gens, ils ont quand même beaucoup tendance à réutiliser leurs mots de passe. J'étais à une conférence mercredi dernier et en 2024, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 est encore le numéro 1 des mots de C'est pas passe. vrai. Ah ouais, mais alors, pas partout, mais c'est vrai que c'est complètement exagéré. Ah bah, quand même, ouais. Et il faudrait qu'il passe à 7-8 là, déjà pour changer un peu. Non, mais je rigole, mais donc c'est vrai que donner des trucs comme ça, d'ailleurs, ça serait une bonne idée, c'est une micro-formation sur comment se faire des bons mots de passe. Ouais. Parce qu'on peut se faire des bons mots de passe qu'on retient et qui sont uniques. Mmh. Parce que moi, j'aime bien les logiciels OnePass, LastPass, Oui. etc., qui te permettent de sauvegarder ou de Mmh. créer automatiquement des mots de passe. Il n'y a aucun souci, c'est très très bien. Ils sont souvent tous très bien. Sauf que le jour où ils se font hacker, vous avez tous vos mots de passe dans la nature, ça c'est moyen. C'est souvent ce que je me dis, ouais. Et donc, il y a moyen de faire une alternative, c'est-à-dire d'avoir des mots de passe que vous allez créer qui vont être tout le temps différents et dont vous pouvez vous souvenir. Ouais, parce que ça, c'est Ça, c'est super important. ouais. Et puis, les stocker là-dedans, comme ça, ben, c'est cool. Ça les remplit automatiquement. Et si jamais ils sont perdus, ben, vous les savez quand même. C'est pratique aussi. Ouais. Le jour où vous n'avez pas justement l'espace installé. Et justement, comment est-ce qu'on cultive une hygiène cyber au quotidien sans sombrer dans la paranoïa? On peut pas. On Ouais. peut pas. Non, non. Là, je dirais, faut rester au courant. Alors moi, j'ai fait pas mal de trucs assez rigolos. Sur mon site, d'ailleurs, je fais une newsletter hebdomadaire sur tout ce qui s'est passé la Mmh. semaine. Les principales news, c'est-à-dire les gros événements, et puis les principales menaces. La plupart du temps, c'est en relation avec les news, parce qu'évidemment, Mmh. quand certains ont tout cassé, ben, c'est à cause d'une certaine vulnérabilité, donc ça peut être redondant. Ouais. Mais c'est vrai que ben, en faisant ça, il faut regarder des sites et lire, etc. Il y a pas mal de sites web, même sur YouTube, il y a des chaînes entières où on parle de ce qui se passe en cybersécurité à l'instant T, etc. Ouais. C'est sympa. Et après, si possible, être à jour, c'est souvent mieux. Alors, je suis entièrement d'accord que le mieux est l'ennemi du bien et il y a très souvent, encore Microsoft, mais bon, quand il y a une mise à jour, le logiciel est pire qu'avant. Mais bon. Ouais. Mais niveau sécurité, normalement, c'est mieux. Il y a des contre-exemples, mais normalement, c'est mieux. Donc, et de toute façon, il faut bien se mettre de l'autre côté au niveau du support. Si vous arrivez au niveau du support, vous dites bonjour, j'ai Windows 7 et puis ça marche plus. Mais ils vont dire bah, c'est super, mais dommage. Parce qu'il y a le 8, et le 10 et le 11 qui sont Ouais. sortis. Et puis surtout, ils vont jamais récupérer du matériel, réinstaller Windows 7 pour voir pourquoi euh, vous avez un souci. C'est clair et net, quoi. Alors que si tu es sur Windows 11 avec un ordi relativement récent et tout, là, ils vont dire, bon, bah ok, on va regarder. Mmh. Et c'est normal, c'est impossible. Sinon, il faudra avoir toutes les versions des OS, tous les patch sets avec tous les ordis. Il te faut Ouais, 50 garages. Hein. ouais, c'est clair. Et puis, la note d'excessité, ça doit être brutal. Et parce qu'apparemment, pour reproduire certains problèmes, il faut laisser tourner pendant un petit moment, faire des interactions avec d'autres logiciels. Donc, il n'y aura personne qui voudra faire ça. Donc oui, maintenir à jour, c'est important, même si ça peut être lourd. Mais il faut savoir que de toute façon, il faudra la faire la mise à jour. Donc voilà. Mmh. Si vous voulez pas du tout faire la mise à jour, comme par exemple, pour pas le nommer, la mise à jour 10 à 11, et c'est très bien, il y a moyen de passer sous Linux et d'avoir les mêmes fonctionnalités. Alors, modulo, que vous n'utilisez pas les logiciels absolument très spécifiques pour Windows, notamment des jeux. Il y a beaucoup de jeux qui tournent maintenant sous Linux sans aucun souci. Steam, d'ailleurs, elle tourne sous Linux et a vraiment poussé pour que les jeux soient recompilés sur OpenGL au lieu de Direct3D, qui est la version OpenGL
de Microsoft, mais il reste encore certains logiciels et jeux qui ne fonctionnent que sous Windows. Donc dans ces cas-là, on est obligé de rester dans cet environnement, et puis on passe sur Windows 11, et c'est pareil, on accepte les risques à ce moment-là, c'est clair, c'est des risques, et puis c'est aussi l'engagement d'avoir... Mais il y a tant de problèmes que ça sur Windows, parce que tu en parles depuis tout à l'heure, et je ne savais pas que c'était aussi... Ah, c'est super en fait, hein. Non, je rigole. Ah bah ça sauve le métier, si tu veux. La formation que j'ai eue de spécialiste en cybersécurité, ça durait 18 mois. Pendant 18 mois, sauf les vacances, évidemment, mais bon, bref, peu importe. On va pas rentrer dans les détails, mais j'avais 4 heures par semaine de ce qui s'appelle les Hacking Labs, et 100% c'était sur Windows. Ah ouais. Je dis, tiens, alors c'est pour se préparer à la vie en entreprise. Ça revient à ce que je disais un petit peu plus tôt. Le problème sous Windows, c'est que les droits, ils sont faits un petit peu à la folklore. Donc, en fait, vous verrez, même n'importe quel logiciel que vous utilisez sur Windows, il va fonctionner plus facilement en tant qu'administrateur qu'en tant qu'utilisateur spécifique. Et donc, au bout d'un moment, les gens, ils abandonnent, et puis ils donnent tout le monde en administrateur, ils donnent tous les droits, et puis c'est parti. Et là, c'est la catastrophe. Alors que des logiciels sous Linux ou macOS, et avoir une ségrégation des droits très stricte, et c'est pas la peine c'est pas négociable. Donc voilà, le logiciel, de toute façon, il sortira même pas sur macOS si vous êtes obligé de le lancer en tant que l'équivalent d'administrateur sur macOS. Ça marchera jamais. Donc ça, c'est assez rigolo. Et puis, oui, après, alors, il faut voir aussi, hein, ça revient à ce qu'on disait hier dans nos mails, un pirate, quand il va faire un virus ou un malware ou un ransomware, il ne va pas s'amuser à trouver l'operating system que 4 personnes au monde utilisent. Ouais, bah oui. Donc évidemment, comme tous les ordinateurs, et c'est de la vente liée, mais chut, sont livrés avec Windows, sauf les Mac, et vous êtes de base au moins vulnérable le temps du premier démarrage. Donc ça, c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais bon, donc la plupart des entreprises ne vont pas jusqu'à réinstaller ou changer de système et tout. Ils gardent tous Windows, ils sont tous contents. Et puis, l'Uni comprise, hein, je veux dire, j'en ai un paquet qui sont comme ça, hein. C'est très très rare qu'ils réinstallent complètement, et donc vraiment, et qui changent d'operating system surtout. Donc là, on a vraiment un vivier où on a une grosse part du marché, plus de 50%, si ce n'est pas plus. Alors, il faut voir que ces statistiques, elles sont un peu biaisées, parce que ça dépend. Si tu prends juste les ordinateurs personnels, c'est presque 80% qui sont que pure Windows. Le reste, c'est un tout petit peu de Linux et puis du macOS. Et après, si tu prends tous les appareils, les téléphones portables et tout, alors là, c'est pratiquement tout du Linux ou de l'Unix, hein. Unix pour Apple, et puis Linux pour trouver Android et compagnie. Donc après, la part de marché Windows, par exemple, sur le téléphone, c'est 0. Parce qu'il y a pratiquement plus de Windows Phone. Il y a des gens qui ont acheté ça il y a quelques années, mais après, depuis, il n'y en a plus du tout. Ça n'a jamais pris parce que c'était vachement lent, parce que ça ne marchait pas du tout. C'était spécial, ouais. Il fallait aimer les briques, quoi. Et puis, donc, voilà. Donc, c'est sûr que, encore une fois, il faut se mettre à la place de l'attaquant. Si en face de vous, vous avez 500 000 ordinateurs Windows 10 peut-être, là, en octobre, par exemple, il y aura des milliards d'ordinateurs sur Windows 10 qui n'auront pas migré sous Windows 11, parce que les mecs, ils vont attendre le dernier jour, dernière seconde, clairement. Et ce sera beaucoup plus intéressant d'attaquer ces machines-là que les mecs qui sont sous Linux, qui sont souvent à jour, parce que là, il y a sous Linux, tu as des routines de mise à jour, et tu mets à jour tout ton système, pas juste la partie système. Tu as aussi tous les logiciels que tu as installés dedans, tu les mets à jour en même temps. Donc c'est super pratique, parce que vraiment, tu as des systèmes incroyables. Moi, j'ai mon laptop à la maison, ça fait carrément des snapshots avant. C'est-à-dire que ça fait un instantané de comment est mon ordinateur avant que je fasse une mise à jour de tout le système. Et ensuite, quand je redémarre, si jamais ça pète, je peux redémarrer et puis sélectionner le snapshot précédent pour revenir dans l'état où j'étais avant. D'accord.
Et ça n'existe toujours pas sous Windows, c'est très dommage. Mais parmi tant d'autres options et D'accord. possibilités incroyables sur d'autres systèmes, hein, clairement, quoi. Bon, tu formes, tu transmets, Mmh, tu protèges. voilà. C'est quoi la mission personnelle que tu poursuis? Voilà, c'est, justement un peu de l'évangélisation. Là, j'avais pas ma soutane, mais bon. Je veux dire, c'est vrai que pour avoir été dans plein d'environnements, des petites PME comme des multinationales ou des universités, donc privées, publiques, et cetera, il y a toujours une solution à un problème, qui est pas for alors on peut toujours adapter en fonction du budget et aussi heu, de la possibilité d'avoir des utilisateurs, et des personnes qui vont manager cette Mmh. application ou ce service. Donc ça peut être vraiment, complètement paramétré. On peut pratiquement tout automatiser, mais il faut quand même je recommande quand même, pour éviter des trucs étranges, qu'il y ait au moins un petit, une petite vérification manuelle par des humains parce qu'apparemment il y a des choses qui ont jamais été vues et puis, ben, voilà, ça marche pas. Il faut agir. Apparemment, il y a des mises à jour qui entraînent justement, comme je disais avant, un problème, alors qu'avant ça fonctionnait très bien. Bon, ben, il faut savoir que c'est ça. Mmh. Et si c'est l'AI qui fait ça, il va peut-être y avoir, des effets de bord un petit peu bizarres. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites en automatique, hein, clairement, quoi, ou en support. Et Mmh. moi, je vois beaucoup de gens qui savent utiliser un logiciel. Alors, je vais vous donner un exemple, encore Microsoft, je suis désolé, mais j'ai rien contre eux, hein, mais Mais quand mais même, mais j'en mais parle c'est beaucoup. vrai mais c'est vrai que, bon, bah, c'est quand même un acteur, énorme et puis, qui fait quand même des trucs étranges. Mmh. Hem, Par exemple, les gens, ils savent maîtriser Excel, ils vont tout faire avec Excel, des calendriers, des revues de meetings, qu'est-ce que j'ai vu encore? Des trucs méga incroyables. Alors que ce n'est pas ça, c'est un tableur, c'est-à-dire qu'on met des nombres dedans et on fait à la limite des jolis, histogrammes et tout ça, et Mmh. c'est tout. Après, alors c'est sûr, hein, il y a des mecs, vu qu'ils ont mis en place des macros et tout, il y a des gens qui ont interfacé Excel avec une machine à café, mais vraiment, hein, pour C'est faire vrai? des machines pour lancer les cafés depuis Excel. Mais non. Mais ouais, mais tu peux faire tout ce que tu veux dès que tu as un langage de script sur un logiciel. Bah, Mais chouette. après, ça sert à rien et puis c'est complètement overkill. Donc ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir justement, parler aux gens. Moi, j'ai toujours eu cette approche où j'écoute, ce que les gens ont à me dire. Mon voisin, par exemple, a un souci sur son site web, il trouvait que ça marchait pas bien et tout. Et on a discuté ensemble, puis on a bu des bières, donc c'était très bien. Et puis, ça nous a permis de découvrir sur quoi il était hébergé, comment il était hébergé et tout. Et moi, j'avais un pote qui fait du développement de sites web. Je l'ai inclus dans la discussion et puis on lui a redesigné tout son site web avec un truc qui va exactement pour ce qu'il a besoin de faire Mmh. et qui marche, 100 du temps après. Non, c'est Donc génial. ça c'est important. Parce que sinon, si vous laissez les utilisateurs, inventer leurs outils de travail, on découvre des trucs très étranges, hein. Moi, comme je Mmh. disais, les rapports de meeting, sous Excel, qui est un traitement de texte super, hein, pour bien, mettre en valeur les trucs. Ouais, Enfin bref, c'est ça, c'est parce que comme particulier, ça, il y a ouais. des cases et puis on peut mettre des croix, on met des couleurs et tout, mais ça n'a rien à voir. Il y a des logiciels même gratuits, hein. Il y a énormément de logiciels gratuits, hein. Ouais, Moi, ça, je c'est suis vrai. toujours étonné de voir les gens qui sont en train de payer des 100 et des 1000 pour des choses. Il faut partir du principe qu'en fait, si vous n'avez pas besoin de support, normalement, vous avez un logiciel qui est gratuit. Et ça existe de partout. Il y a tellement de gens qui partagent leur code gratuitement que vous allez trouver pratiquement tout ce vous avez besoin comme logiciel pour faire un maximum de choses. Et après, vous allez peut-être payer du support parce que bah, il y a peut-être une certaine finesse ou Mmh. certains trucs qu'il faut faire dans tel ou tel sens et ça peut être bizarre à faire. Mmh. Mais sinon, c'est direct, hein. Moi, Intéressant j'ai ça. fait plusieurs entreprises où j'avais un budget de zéro. C'était quand la machine, elle pétait, on en rachetait une et souvent sur un Ibis. Bon, bah, et on fait comme ça et il faut s'adapter, c'est pas un problème, hein.
Et puis on peut très bien tout faire fonctionner Pas avec grand-chose, un quoi. prix de licence 0, clairement, Ouais. quoi. Et après, bon, bah, sauf si on est la NASA et qu'il faut du cloud, des GPU, etc., il faut quand même Mmh. relativiser. Mais l'utilisateur lambda a déjà souvent des ordinateurs qui sont surpuissants. Hein, je parlais de Macintosh tout à l'heure, je vais en mettre un petit peu dessus, mais bon. Mmh. Les derniers ordinateurs Mac, ils sont avec des puces qui s'appellent Silicon, les M1, M2, M3, M4 et bientôt M5. Hein. J'ai déjà pensé comment ils allaient l'appeler. Et je pense qu'ils vont faire M6 après. Bref, mais ce sera une chaîne de télé. Oui, voilà, ça va Et être particulier ça. donc, la blague, c'est que ces processeurs sont ultra puissants, mais genre 40 fois plus puissants qu'un ordinateur de base Intel à côté. Donc, vous avez des plateformes qui sont d'une puissance incroyable. Moi, je faisais des démos là, pour craquer des mots de passe sur des fichiers zip. Mmh. Ça prend 30 secondes, même pas, sur un Intel, et ça prend même pas une seconde sur un Silicon. Vous lâchez la touche entrée et vous avez déjà le résultat. Donc là, donner de la puissance comme ça à des gens qui ne savent pas servir un ordinateur et qui vont cliquer sur n'importe quoi, ça peut donner des trucs assez drôles. Mmh. On va voir, hein, ça va être marrant. Ça sauve le métier, comme disait mon premier chef. Mmh. Bah, Mm. apparemment, ouais. Et toi, justement, comment tu te formes au quotidien? Est-ce qu'il y a des livres que tu lis, des personnes qui te passionnent? Moi, je dis plus rien. Non, c'est vraiment. Je suis abonné à ce qui s'appelle des flux RSS. Donc, il y a plein de sites où chaque fois qu'il y a un article qui sort, ils ont une sorte de flux textuel où il y a le nom, l'URL de l'article, l'auteur et puis un petit résumé. Donc ça, j'ai ça. Je me suis fait ce qui s'appelle un agrégateur de RSS. Donc, vous êtes abonné à plein de flux Mmh. RSS et on peut les trier. Donc, je les ai tous catégorisés. Ce qui fait que ben, quand je m'embête, entre guillemets, ce qui arrive rarement, mais quand même, en gros, ma page d'accueil sur mon navigateur, c'est ça. Et donc, j'ai ben, les dernières tendances, les dernières Mmh. blagues et tout. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux, je regarde vraiment plus loin. Ça me prend quelques secondes. Et je peux aller voir spécifiquement sur certains sujets quand je vois que ça correspond justement, parce qu'il faut toujours faire des liens. Hein. Comme je disais, à l'université, on est sous Windows, Mmh. sur Mac et Linux. Donc, si je vois des annonces là-dessus, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu, voir si on est vulnérable à ce genre de choses, et puis mettre en place les sécurités qui vont bien. Ouais, bien sûr. Et si tu devais écrire un message pour les futures générations de professionnels de la cybersécurité, tu leur dirais quoi? Alors, bah, je leur dis bonne chance. Je rigole. Non, non, Super. non, 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 c'est pour rire. Mais je veux dire, non, c'est assez simple, hein. C'est un mindset, hein. C'est comme Mmh. bûcheron. On voit un arbre, on sait comment le couper parce qu'on a les bonnes haches et tout. Là, cybersécurité, c'est carré aussi, c'est du mindset. Vous avez l'existant, donc il faut connaître son infrastructure, parce que si vous ne connaissez pas votre infrastructure, vous ne pouvez pas la défendre, hein, c'est clair et net. Et en connaissant son infrastructure, on peut mettre justement en relation l'infrastructure, ce qui tourne dessus, avec les menaces qui existent, pour justement mettre en place tous les outils pour les Mmh. sécuriser, les rapports, les dashboards, tout ce qu'il y a besoin pour avoir une vue d'ensemble et voir ce qui se passe. Ouais. Parce que ça va plus loin que la cybersécurité, c'est pas que une défense contre les attaques. Ça arrive que les attaques réussissent, et il faut apprendre aussi, hein, ça c'est important, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, donc boucher les trous, Mmh. etc. Ça arrive qu'on découvre des ordinateurs qui sont complètement vérolés chez nous. Bon, bah, on essaie de faire ce qui s'appelle du forensic, donc on regarde comment la personne a cliqué sur un lien Mmh. incroyable dans son mailer, et puis a téléchargé un logiciel qui a commencé à faire n'importe quoi. Et là, quand on voit ça, ben après on peut, il y a plein de méthodes. En gros, la plupart du temps, il y a des signatures sur tous les processus et les logiciels, et donc on peut justement donner ça à manger aux antivirus, et comme ça, ils voient tout de suite quelque chose qui arrive et Mmh. qui va être fait. Sachant que ça, la plupart du temps, c'est fait par des grosses entreprises automatiquement, que ce soit Microsoft, Palo Alto ou plein d'autres entreprises de cybersécurité.
Donc c'est fait automatiquement, hein, CrowdStrike et compagnie. OK. Donc c'est pas à faire à chaque fois et puis chacun a sa base de malware et de virus qui existent, hein. Il y a des bases communes, mais après il y a aussi d'autres choses qui arrivent et on en discutait juste avant. Par exemple, en Suisse, toutes les universités et les écoles polytechniques ont des groupes de travail entre elles pour discuter des problématiques qu'on a tous. Mmh. C'est tous les mêmes. Ouais. Et puis, ben, pour s'échanger les informations, c'est super important de savoir que la HESSO a tel problème. Et si on peut l'avoir avant, bah, souvent les pirates, ils sont aussi un petit peu fainéants comme nous, hein. Donc ils vont faire un magnifique logiciel qui va cibler l'éducation en essayant d'envoyer un email d'abord en premier pour récupérer des logins mots de passe, en disant ah super, il y a un concours, je sais pas quoi, et puis les gens ils cliquent et puis ils mettent leur login mot de passe et puis c'est parti. Et donc ça, si on est déjà au courant que d'autres sont sous attaque comme ça, on peut parer En soit en prévenant tout le monde. blacklistant, soit en récupérant justement la forme de l'email et puis en la donnant au l'anti-spam, et l'anti-spam il va voir ah tiens c'est le même, pouf, je copie, Ah ouais. je mets en quarantaine direct. Ah, Donc ça comme ça c'est arrive même pas jusqu'à ouais, l'utilisateur, c'est quoi. clair. Ouais. Juste pour donner des chiffres, hein, parce qu'on aime toujours les chiffres, à l'université de Fribourg, par mois, on récupère 7 millions d'emails. Bon. C'est Et il y énorme. en a 6 millions qui passent instantanément en quarantaine spam poubelle. Donc il en reste plus qu'un 1 un million. million, hein. Donc on a quand même un pourcentage monstrueux de spam, hein. Et clairement, et c'est normal parce que c'est facile. On a tous les mêmes adresses email, hein. Mmh. C'est prénom.nom ou nom.prénom ou Ouais. prénom point l'initiale le nom de domaine et c'est parti. Donc voilà. Mmh. Et justement, pour revenir sur tes flux RSS, est-ce que, tu as des sites internet à nous conseiller? Oui, alors comme ça, il y avait Bleeping Computer, Hacking News si je me rappelle bien, mais sinon je pourrais te redonner, Ouais, comme ça même je mon les mettrai en agrégateur il est commentaire. public, hein, comme Ouais. ça les gens OK, ils peuvent avoir directement, c'est public, hein, tout le monde peut y aller. OK. Ça craint rien, moi j'ai rien à leur filer de mauvais, hein, parce que bon, ça pourrait être marrant Oui, aussi. c'est vrai, étant donné que tu es dans la cyber, et justement, si tu avais à hacker quelque chose pour le rendre meilleur, ce serait quoi? Je pense l'éducation, Ah, enfin mais l'instruction. L'éducation pour moi c'est plus pour les parents. L'instruction des enfants et des élèves pourrait être entièrement faite par AI et par informatique, ça pourrait être absolument énorme. Parce que l'ordinateur pourrait, déjà actuellement, quand tu utilises ChatGPT, tu lui poses plein de questions sur plein de trucs, et à un moment, tu lui dis à ChatGPT, en quoi je pourrais m'améliorer? Et là, il va te dire, tiens, Marion, Anne-Laure, t'es un peu nul en JavaScript, tu pourrais te former comme ça. Et ça, par exemple, ça serait énorme parce que ça existe dans certaines écoles, mais il ne faut pas qu'il y ait 30 ou 40 élèves, quoi. Les profs, ils ne peuvent pas suivre. Mais on pourrait adapter les programmes instantanément en au fonction niveau de de l'enfant. l'élève, Ouais. booster ses compétences et puis pallier ses manques pour avoir des gens qui sont super bons, quoi, clairement. Et on pourrait faire un C'est une truc bonne idée de ça. fou, hein, clairement. Que ce soit en informatique, mais en tout, hein, même. Parce que tu demandes à ChatGPT de te faire une carte de Ouais. géographie des années 1530, il te fait un magnifique map monde, nickel, Mmh. avec les noms et tout. Donc tu peux très bien faire ça, et en plus en live, hein, pour un prix modique en plus, hein. Je suis sûr qu'on pourrait clairement faire une sorte d'école en ligne, et moi je suis sûr que les élèves qui iraient là-dessus, ils seraient très très malins. Mmh. Est-ce que tu as une vulnérabilité personnelle que tu as su transformer en force? Alors oui, ben, c'était la volonté de tout améliorer. Alors ça, c'est souvent un peu, entre guillemets, «faiblesse» ou vulnérabilité parce qu'on a tout le temps envie d'avoir la dernière version de tout et cetera, et donc ben, en force, je vois maintenant comment intégrer toutes ces différents logiciels, systèmes et cetera ensemble pour tirer le meilleur parti de mon système, clairement, quoi. Chez moi, les ordis sont pleins
à ras-bord. Les disques durs réseau, ils sont pleins à ras-bord. Le réseau, il est effondré parce que je suis en train de copier des trucs dans tous les sens. Il y a tout ce qui se passe. J'ai les serveurs qui sont dans le garage, ils tournent en permanence pour faire des routines, pour tester des choses. Par exemple, je teste des distributions Linux, parce qu'il y a plein de distributions Linux. Ça, c'est un podcast complet, hein, si tu veux. Mais bref. Avec plaisir. Et donc ça, je teste justement, sans rien faire. Au bout de combien de temps ça explose? C'est rigolo. C'est assez intéressant. Parce que justement, c'est des choses que tu peux pas faire quand tu es au boulot Ah bah, bien sûr, ouais. et tu sais jamais si l'utilisateur il a pas fait une manœuvre que tu n'es pas au courant. Ouais. Donc c'est bien de laisser comme ça, de voir ce qui se passe, comment le système réagit déjà sans rien faire. Et après, tu prends confiance. Et ça fait 12 ans qu'il tourne, que je mets à jour en permanence. Il n'est jamais mort. Debian, euh, pour pas le nommer. Et j'ai pu monter de niveau alors qu'il y a des versions. Donc ça, c'est vraiment des systèmes ultra stables où vraiment tu peux mettre ta main à couper dessus, ça tourne 24/7 sans aucun souci. Ah, c'est cool ça. Et ça, c'est vraiment sympa d'avoir cette finesse parce que justement, bah, ça me permet de proposer des solutions comme ça aux gens qui n'ont pas besoin. Parce que c'est pareil, la plupart du temps, ce qui fonctionne ne demande pas énormément d'entretien. Ce qui demande énormément d'entretien, c'est quand c'est tout cassé en permanence, clairement, quoi. Donc souvent, tu as des nouveaux bâtiments, ils sont super, il y a plein de nouvelles technologies et tout, sauf que personne ne sait s'en servir, donc ils vont faire des patchs de partout et ça va tout péter. Donc, alors que c'était un vieux chalet en bois rustique du tout, le truc il a 500 ans, il n'a pas bougé d'un centimètre. Et voilà. Donc, pareil, mais après, il faut voir les avantages et inconvénients, hein. Bien sûr. Ton chalet, il faut le déneiger, l'autre, mais il fait frais l'été. Par contre, après, tu as d'autres problématiques de plomberie et autre chose comme ça, c'est tout. Et dans 10 ans, tu te vois où, toi? Alors moi, ben, j'espère en retraite, mais il paraît que c'est un gros mot. Non, je déconne, mais je veux dire, je sais pas quoi, si vieux que ça, mais bon, je serais Ça proche de la va quand retraite. même. Yes! Proche! Yes! Peut-être, Ouais. achievement. Donc, mais je pense que je serai toujours en train de former les gens et puis la cybersécurité, ça me plaît bien. En plus, c'est très vaste, on peut faire vraiment beaucoup de choses et ça correspond bien à l'étape N+1 de ma carrière où j'ai fait donc administrateur système et technicien support pendant presque 30 ans. Et donc là, depuis presque 6 ans, je fais de la cybersécurité. Donc là, c'est vraiment c'est le top du noyau. De toute façon, quand tu fais de la cyber, si tu connais pas le réseau, l'administration système, un peu de développement et tout ça, et que tu peux pas parler avec les autres interlocuteurs, c'est fini. Ouais. Donc c'est super important de pouvoir justement mettre ça en place après, au par-dessus, pour vraiment solidifier le tout. Ouais. Ça, c'est la clé de voûte, quoi. T'as vraiment, là, c'est fini, c'est bon. Donc je pense que là, ça peut être bien. Et moi, j'aimerais bien justement arriver comme ça à créer un groupe où tout le monde s'entraide. J'ai déjà fait ça pour Linux. On avait, début 2010, on avait mis en place avec des amis en France la communauté Arch Linux France. Arch Linux, c'est une distribution de Linux et on était tous passionnés, on avait tous monté ensemble des repositories, on faisait des packages qui étaient francisés à l'époque. Firefox tournait en anglais de base et puis après il fallait rajouter les langages pack à la main, c'était un peu brutal. Et donc là, on packageait automatiquement un Firefox déjà francisé, pareil pour LibreOffice et tout. Et en plus, on répondait à toutes les questions sur le forum, donc ça c'était vraiment super sympa parce que les gens, quand ils avaient des problèmes, ils venaient là-dessus. Même d'autres distributions, parce qu'on avait souvent tu as les mêmes problèmes à peu près partout. Et puis c'est pareil, c'est un mindset, hein, ça c'est le support. Ouais. Je sais maintenant, je fais pas mal d'années de support et je sais ce qu'il faut pas faire. Le coup de est-ce que tu as essayé de redémarrer? Je veux dire, ça, on oublie. Et c'est vraiment c'est très important d'avoir vraiment la vue vers une solution. Quand il y a un problème, il y a les gens qui se divisent en 3 catégories. Il y a ceux qui trouvent des excuses que c'est normal, ça marche pas, ou c'est la faute de machin.
Et donc ça, c'est les 2 premières. Et puis après, il y a ceux qui passent en mode solution. Et quand tu passes en mode solution, déjà, tu as gagné. Parce que tu vas trouver quelque chose. Clairement, quoi. Tu cherches une solution. Tu n'es pas en train de t'apitoyer sur ton sort ou Ouais. de dire c'est la faute des bouées qui ne flottent pas assez. Faut faire quelque chose. Et ça, c'est clairement dans mon mindset aussi. Donc vraiment, le support, ça va très bien. Et justement, il y a une émulsion énorme. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'élève pilote dans l'aéronaval en France, parce qu'il n'y a pas de navale en Suisse, apparemment, pas de marine. Je rigole. Non, mais il y en a une, mais pas sur le lac. Et donc, la blague, non, mais c'était pour dire que c'était vraiment officier, donc à l'armée, et tu vois un groupe de personnes qui doit aller d'un point A à un point B, et ils ne s'arrêtent pas tous les des nerfs pour aller acheter un peu d'eau, etc. Tu y vas en un coup, et tout le monde, il n'y en a pas un qui arrive 2 heures avant les autres, etc. Donc ça, c'est vraiment une vision qui permet justement on est tous ensemble et on va vers une solution. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'essaie de mettre en place un peu partout. Donc on avait ça sur Archinux, ça a bien marché et tout. C'est vraiment très très sympa. Parce que justement, il y avait tout le monde qui entraînait. Il y a des gens qui sont plus spécialisés dans tel ou tel logiciel, qui postaient plein de trucs. Moi, je bidouillais un peu de partout, je faisais plein de trucs, et puis je documentais tout. Donc ça me permettait après, sur le forum, de marquer, voilà, là, voilà comment on extrait un Blu-ray un Blu-ray en ligne de commande, et puis en nommant tout ce qu'il faut avec les bonnes lignes de commande et tout. Et là, c'était parti, c'était super sympa. Les gens, ils n'avaient pas besoin de réinventer tout, de relire toute la doc, etc. Tu avais déjà les exemples, tout fait. Une anecdote pour finir sur toi? Ouais, j'ai quand même changé pas mal de carrière, mais ça me permet justement d'avoir... Moi, je fais toujours j'essaie de toujours garder le positif de tout ce qui se passe, parce que tous les jours, c'est une leçon. Et donc, même si elle est mauvaise, au moins tu sais que tu fais plus ça. Et pour moi, c'est aussi un mindset. Ça mène peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'en ai plus, donc c'est bon. C'est tiré par les cheveux de la barbe. Et ça mène un peu à la cybersécurité, mais c'est plus d'avoir vu comme ça plein de choses, d'avoir pu avoir un regard externe. Moi, je suis quelqu'un, même quand je suis plusieurs années dans une entreprise, j'ai toujours du recul sur ce qui se passe pour dire, tiens, ça c'est une connerie, ça c'est pas une bonne idée. Il faudrait mieux faire comme ça, comme c'est partout ailleurs, ou au moins marqué dans les bibles et les normes XY, comme quoi il faut faire ça et ça. Et ça, je pense que c'est important d'avoir une réflexion sur ce qu'on fait aussi, parce qu'il y en a plein qui se trouvent très, très bons et qui vont jamais se remettre en cause et tout, et ça, c'est pas du tout mon cas. Je comprends. Merci beaucoup pour cette interview, pardon. Et puis, de toute façon, vous pouvez retrouver Arnaud avec les formations sur le site de HappyDev. Vous pouvez également regarder toutes les informations qu'il peut vous donner sur son site fortier.it, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, merci.